m'appelle Patrice Kitebi, je suis actuellement directeur général du Fonds de promotion de l'industrie. Dans une autre vie, j'ai eu à mener beaucoup d'activités, aussi bien au ministère des Finances, à la Banque centrale et dans différentes unités de gestion de projet. Et c'est avec un réel plaisir que je réponds à l'invitation de Congo Challenge pour parler des questions avec vous, discuter avec vous des questions de la gestion axée sur les résultats, en short comme on dit, GAR. Je voudrais d'abord commencer par remercier le cabinet Congo Challenge pour les efforts qui sont faits dans le domaine du leadership et de la gouvernance, parce qu'il s'agit là d'un binôme essentiel sur toutes les questions de développement et dans tout le pays du monde entier. Donc aujourd'hui, on va spécialement parler des questions de la gestion axée sur les résultats, en espérant que c'est un concept qui n'est pas totalement nouveau pour la grande majorité d'entre vous ici. Alors nous allons, dans cet exposé, spécialement parler de 3 aspects concernant la gestion axée sur les résultats. Nous allons commencer par donner un peu le contexte et quelques éléments de définition de la gestion axée sur les résultats. Ensuite, nous allons voir les objectifs de la GAR, gestion axée sur les résultats. Enfin, nous allons parler du rôle clé que joue la planification et la programmation en ce qui concerne la gestion axée sur le résultat. En ce qui concerne d'abord le contenu et la définition de la gestion axée sur les résultats. En termes de contexte, on peut dire qu'aujourd'hui, on est dans une économie globalisée, mondialisée, comme vous le voulez, et tous les gouvernements du monde entier sont à la quête de la performance. La performance est au cœur des systèmes de gestion et c'est l'élément essentiel qui va vous conduire à la réalisation dans les meilleures conditions de qualité, dans les meilleures conditions d'efficacité, des objectifs, des organisations, des gouvernements, ainsi de suite. Il s'agit, quand on parle de la gestion axée sur les résultats, de la façon concrète de dépasser des systèmes traditionnels de gouvernance et de mesures qui sont basées sur les intrants et les extrants pour se pencher sur les résultats et les impacts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que simplement, quand il y a 30 ans en arrière à peu près, 30-40 ans, on parlait de mesures de performance, les concepts les plus en vue, c'était les intrants, c'est-à-dire tout ce qu'on vous donne pour pouvoir atteindre les résultats, et un accent particulier était mis en place, était mis plutôt sur les extrants, les outputs, c'est-à-dire les biens, les services qui résultent du travail qui a été fait à un moment donné par une organisation, par un gouvernement. Depuis quelques années maintenant, on se penche plus sur 2 concepts clés. C'est le concept de résultat, c'est le concept des impacts, et nous allons voir en détail de quoi il s'agit. En particulier, il s'agit premièrement d'établir les liens entre les résultats et les allocations budgétaires qui vous sont mises à disposition, et de justifier aussi l'utilisation des fonds publics. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'État a mis à votre disposition des moyens, mais ces moyens vous sont mis à disposition pour que vous puissiez atteindre un certain nombre d'objectifs, que vous puissiez réaliser un certain nombre de résultats. Et il y a un lien entre le volume de ressources qui sont mises à votre disposition ainsi que les résultats que vous avez pu réaliser par l'utilisation de ces fonds publics qui sont mis à votre disposition. En deuxième lieu, il s'agit d'améliorer essentiellement la gouvernance par l'instauration d'une plus grande transparence et d'une plus grande imputabilité ou redevabilité au niveau de tous ceux qui interviennent
dans le processus de gestion. Et peut-être que la classe va se poser la question, il s'agit de quoi en matière de transparence? Il s'agit de quoi en matière d'imputabilité ou de redevabilité? Vous devez, quand vous êtes un acteur public, dire d'avance ce que vous allez faire avec les moyens qui sont mis à votre disposition. Et vous devez faire ce que vous avez dit de faire avec ces moyens-là. Et ensuite, viendra un moment où vous devez aller rendre compte sur la manière dont vous avez utilisé les moyens publics mis à votre disposition, et ainsi que les résultats que vous avez pu obtenir à travers votre activité, votre travail. En troisième lieu, il s'agit aussi de répondre à une pression des populations, mais aussi des partenaires techniques, parce que dans les allocations budgétaires dont bénéficie un gouvernement ou des entités décentralisées, il y a des moyens qui sont issus de la fiscalité ou de la parafiscalité, mais il y a aussi des moyens qui sont mis à votre disposition par les partenaires techniques et financiers pour produire du travail qui doit conduire à des résultats. C'est le cas dans le cadre de la coopération multilatérale. Vous avez la Banque mondiale, vous avez la Banque africaine de développement par exemple, vous avez l'Union européenne, et dans le cadre de la coopération bilatérale, vous avez des fonds qui sont mis à votre disposition par des pays partenaires. Et ces pays sont intéressés de savoir qu'est-ce que vous avez fait avec les fonds mis à votre disposition. Ces organisations sont également intéressées à savoir qu'est-ce que vous avez fait, quels résultats de développement, de quelle manière, avec ces moyens, vous avez pu, en tant que gouvernement, changer les conditions de vie de votre population. En quatrième lieu, finalement, il s'agit de cultiver ce qu'on appelle l'esprit d'excellence. Et aussi, puisqu'il y a plusieurs acteurs, il y a du personnel, il y a des agents qui interviennent, d'instaurer une espèce de compétition saine, parce que la compétition, quand elle est exercée de manière saine, c'est un élément essentiel de motivation du personnel et des acteurs clés qui sont dans le processus de développement. Il s'agit donc de cultiver cet esprit d'excellence. Et voilà donc les éléments essentiels de contexte et de définition en ce qui concerne la gestion axée sur les résultats. Sur ce graphique, on peut dire ceci. Toute activité, tout projet commence d'abord par la planification. Et la planification, c'est un concept global qui implique notamment les aspects stratégiques, ce qu'on appelle la planification stratégique. Il y a la planification opérationnelle, c'est les deux composantes majeures. Il y a aussi la planification en termes des institutions. Mais une fois que l'activité a été planifiée, projetée dans le temps, il faut commencer la phase de mise en œuvre des activités, des projets ou des programmes. Mais au fur et à mesure que vous êtes en train de réaliser les activités, vous devez suivre pour vous assurer que les activités se réalisent suivant la trajectoire qui a été prévue au niveau de la phase de la planification et qu'on n'est pas en train de s'écarter de manière substantielle de cette trajectoire. Il faut suivre, mais il faut, à un moment donné, périodiquement, s'arrêter, évaluer les résultats intermédiaires, et ainsi de suite. Vous êtes dans un cycle qui continue, planification, mise en œuvre, suivi et évaluation. Vous tirez les leçons, et ces processus-là vous permettent de vous assurer du lien qui existe entre les résultats que vous êtes en train d'obtenir et la mesure de performance de ces différents résultats. Et en matière de gestion axée sur les résultats, constamment on est dans ce cercle en train de tourner entre la planification, la mise en œuvre, le suivi, évaluation, la replanification en tirant les leçons du passé. Alors, en ce qui concerne la définition, qu'est-ce qu'on peut entendre comme qu'est-ce que signifie le concept de GAR, de gestion axée sur les résultats, dans
la gestion publique, dans la mise en œuvre de politiques publiques. Il s'agit d'abord et avant tout d'une approche de gestion qui est orientée sur 3 volets. Premièrement, il s'agit d'atteindre les cibles du développement. Quand vous définissez les politiques publiques, mais c'est parce que vous voulez changer une condition, une situation qui existe aujourd'hui par rapport à un certain nombre de bénéficiaires de toutes les mesures que vous allez mettre en œuvre dans le cadre de la politique publique. Ensuite, il s'agit de bien cerner et de bien les responsabilités et surtout de faire en sorte que chacun des acteurs du développement, du processus de mise en œuvre des activités, des projets et des programmes assume une certaine responsabilité parce que justement l'atteinte des objectifs suppose qu'on est dans une responsabilité à la fois individuelle et collective. Et enfin, il s'agit de garantir la transparence et la redevabilité, c'est-à-dire chacun doit pouvoir dire à la population, surtout quand il s'agit des moyens publics, qu'est-ce qu'on a mis à votre disposition, qu'est-ce que vous en avez fait et quels résultats, quel impact votre travail a pu produire en termes de changement dans la situation de la population. Nous avons donc ainsi passé en revue le contexte dans lequel est née la gestion et s'applique la gestion axée sur les résultats en ce qui concerne les politiques publiques. Et maintenant, nous allons voir un peu exactement et de manière un peu plus affinée quels sont les objectifs poursuivis par la gestion axée sur le résultat. Lorsqu'on parle de la gare, de la gestion axée sur les résultats, il faut savoir que, premièrement, il s'agit d'un processus où on essaie d'abord et avant tout de clarifier les priorités. Les besoins sont énormes. Généralement, les moyens sont relativement limités et il faut donc fixer les priorités. Ensuite, il faut aligner les programmes et les projets en fonction de ces priorités. C'est-à-dire que vous avez fixé devant une masse de besoins de la population, vous dites, voilà, nos priorités, c'est 1, 2, 3, mais pour pouvoir y arriver, voici, n'est-ce pas, les projets, voilà les programmes, voici les activités que nous allons devoir mener pour nous assurer que les objectifs prioritaires sont atteints. En deuxième lieu, il s'agit de fournir une approche de gestion publique, de management public, de gouvernance publique. Et cette approche doit préciser le rôle et les responsabilités des uns et des autres dans l'organisation du travail pour atteindre les cibles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que quand vous prenez une organisation, vous avez des hommes, vous avez des femmes, vous avez des responsabilités, vous avez une structuration, et il faut s'assurer que tout cela est mis en adéquation pendant le travail et que le travail des uns et des autres, les activités des uns et des autres ne se gênent pas, mais au contraire sont alignées et permettent d'aller progressivement vers l'atteinte des objectifs assignés à l'organisation. En troisième lieu, il s'agit aussi de définir ce qu'on appelle les arrangements institutionnels. Mettre en place un cadre institutionnel qui soit incitatif et qui permette justement de récompenser l'atteinte des cibles retenues en termes de résultats dans le respect des enveloppes budgétaires qui ont été mises à disposition. Ça veut dire quoi? Dans une gestion axée sur les résultats, non seulement vous définissez les objectifs d'avance, mais vous fixez aussi les résultats. Et le dispositif de suivi des indicateurs de résultats, tout cela est fixé d'avance. Et il est important qu'à tout instant, le cadre institutionnel, les arrangements institutionnels qui ont été définis, les liens entre les acteurs, qui fait quoi, tout cela doit se faire de manière cohérente et
permettre une utilisation optimale des enveloppes budgétaires qui ont été fixées. En quatrième lieu, il s'agit de guider le développement d'un système d'information en soutien à une gestion basée sur la performance. Il s'agit de quoi? Vous avez fixé des objectifs. Vous avez d'abord un cadre logique. Vous avez les différents niveaux des objectifs. Vous avez les différents indicateurs de résultats. Vous avez les sources de vérification, les moyens de vérification des indicateurs, et vous avez évidemment ce qu'on appelle les hypothèses critiques. En d'autres termes, il vous faut définir chacun des indicateurs de résultats. Et définir un indicateur, c'est de dire exactement quelles sont les informations dont nous avons besoin pour arriver à calculer nos indicateurs. Généralement, ce sont des ratios. Vous avez des éléments au numérateur, vous avez des éléments au dénominateur, et c'est les résultats, le quotient, qui vous donne la mesure de l'indicateur. Donc il y a tout un système qu'il faut organiser pour collecter l'information sur chacun des indicateurs que vous avez retenus dans le cadre de votre système, dans le cadre logique, et qui vous permettent donc de mesurer la performance dans l'atteinte des cibles des projets et programmes de développement. En cinquième lieu, il s'agit d'assurer un suivi régulier et rapproché de l'exécution des programmes et des projets. C'est-à-dire, vous partez des intrants. Et là, on est vraiment dans les éléments essentiels du cadre logique. Vous avez les intrants, c'est-à-dire les moyens financiers, les moyens matériels dont vous avez besoin. Pour faire quoi? Pour réaliser les activités. Et avec ces moyens, vous faites des activités qui vous permettent d'obtenir ce qu'on appelle les extrants ou les outputs, c'est-à-dire le résultat du travail pour pouvoir procéder, si nécessaire, à des ajustements de manière rapide dans la mise en œuvre des activités du projet. Et en sixième lieu, il faut faire l'évaluation des programmes pour améliorer. C'est-à-dire qu'au bout du compte, et ça nous ramène un peu au graphe que nous avons vu tout à l'heure, il y a la phase de planification où vous définissez les objectifs, où vous définissez donc les différents niveaux des objectifs, vous définissez les indicateurs, vous définissez les sources où vous allez chercher les informations pour calculer les indicateurs et vérifier que les objectifs ont été atteints, vous avez les hypothèses critiques, et ensuite vous passez de la planification stratégique à la mise en œuvre de projet qui implique une phase de suivi, et pour vous assurer qu'on est bien sur la trajectoire telle que nous avons planifiée, et le suivi est accompagné immédiatement de l'évaluation. Ce travail cyclique vous permet d'arriver à vous assurer que les résultats escomptés sont atteints, mais sont atteints dans les meilleures conditions d'efficacité et de délai. Voilà, nous allons revenir donc à la définition de la gare et nous étions au point 6. Et il y a des notions qui sont clés dans la gestion axée sur les résultats. Les concepts clés. C'est d'abord le concept d'efficacité dans la conduite de programmes, dans la conduite de projets publics. La question qu'on se pose, c'est que est-ce que les programmes que nous avons mis en œuvre, les projets que nous sommes en train de mettre en œuvre, ont-ils atteint leurs objectifs en termes d'extrants et des cibles en termes de résultats? C'est-à-dire, est-ce que, et c'est essentiel de savoir que dans la gestion axée sur les résultats, les extrants, les outputs, en termes de produits ou de services, nous les définissons, nous les spécifions avant de démarrer la mise en œuvre de projet. Et donc, est-ce que le projet, est-ce que le programme a pu mettre en œuvre des extrants, donc des produits ou des services, dont les caractéristiques ont été définies d'avance, d'un côté, et en termes de qui va profiter, qui va utiliser, qui va se servir de ces extrants pour changer ces conditions.
C'est simple. Prenons un projet de construction de salle de classe, financé par un bailleur de fonds X, Y ou Z. L'organisation qui a la charge de mettre en œuvre le projet, l'extrait, c'est les salles de classe que nous allons réaliser, qui doivent être des salles de classe avec une longueur, une largeur prédéfinie, avec une hauteur sous plafond également définie. Il s'agit là des extraits. Vous les avez produits, vous avez fait une école avec 6 salles de classe. Mais est-ce que les enfants supposés étudier dans ces salles de classe-là ont pu effectivement étudier? Et les enfants qui doivent étudier là-dedans, ce sont les cibles. Nous avons prévu 6 salles de classe de 50 élèves par salle de classe, 300 élèves qui allaient étudier sur l'année. Est-ce qu'on a bien les 300 élèves qui utilisent ces salles de classe pour pouvoir se former? Donc, la notion d'efficacité, c'est la première notion. Ensuite, l'efficience. Et en troisième lieu, les impacts. L'efficience dans la conduite du programme, de quoi il s'agit? La question qu'on se pose, vous avez des moyens. Vous avez des moyens. Et on vous demande d'atteindre un certain nombre d'objectifs ou de résultats. Est-ce que vous avez, on vous dit, vous allez construire 10 écoles, chacune de 6 salles de classe, pour un budget de $10 000 par salle de classe, soit $60 000 par école. Si vous avez pu réaliser le résultat escompté avec 55 000 $ pour faire les 6 salles de classe, c'est-à-dire que vous avez fait une salle de classe à moins que $10 000 dans le même délai, suivant les mêmes spécifications, suivant la qualité qui était attendue dès le départ, vous avez été efficient. Alors, les impacts de programme sur les groupes cibles, de quoi il s'agit? Est-ce que ces groupes cibles utilisent-ils les extraits des programmes? Est-ce que, allez, vous êtes à Mombasa, vous êtes dans une zone où il y a des enfants pygmées qui ont des problèmes spécifiques, on voudrait favoriser la scolarisation de ces enfants-là. Et on a créé cette école. Est-ce que les enfants pygmées de Mombasa sont-ils partis, ont-ils été inscrits à l'école? Ont-ils suivi les cours dans les salles de classe, assis sur les bancs qui ont été produits dans le cadre du projet? Si oui, ça signifie que le projet a réussi à changer les conditions de vie des groupes cibles, en l'occurrence les enfants pygmées dont on veut voir un plus grand nombre être scolarisés. Donc, l'impact résulte de l'utilisation par les groupes cibles des extraits pour changer leurs conditions de vie. Et on résume assez bien les caractéristiques particulières des deux concepts que nous avons vus, le concept d'efficience d'un côté, le concept d'efficacité de l'autre. Le concept d'efficience et le graphe que nous avons sur le tableau nous montre qu'il s'agit de la meilleure utilisation des intrants pour produire, pour réaliser des activités et produire les extraits, mais à des conditions les plus optimales possibles, les moins chères possibles. Nous sommes dans le concept d'efficience, et l'efficience est un élément qui fait partie de ce qu'on appelle la zone de contrôle interne à l'organisation. C'est-à-dire, l'efficience résulte de la manière dont l'organisation travaille. Comment on est organisé pour avoir les intrants en temps utile, les utiliser de la meilleure manière possible pour réaliser les activités
et produire des biens, des services que nous appelons excitants et qui répondent à des spécificités bien déterminées dans le cahier des charges. Nous avons un deuxième concept, le concept d'efficacité. Et on dit, on est dans la zone d'influence externe à l'organisation. L'efficacité est influencée par des éléments exogènes. Autant l'efficience résulte d'abord des éléments propres à l'organisation, l'efficacité, elle, est plus influencée par des éléments exogènes. Et le graphe l'explique de manière claire. Vous avez les résultats immédiats. Je produis du travail, je crée des salles de classe. Ça, c'est le résultat immédiat. Ensuite, il faut que les enfants viennent s'inscrire dans les écoles pour pouvoir utiliser ces salles de classe. C'est le résultat intermédiaire ou indirect. Enfin, c'est la qualité des enfants qui sortent du processus d'éducation en utilisant les écoles, les salles de classe que nous avons créées, qui deviennent le résultat final en termes de qualité. Et vous allez voir que le résultat final implique plusieurs facteurs qui ne sont pas forcément liés à l'organisation. C'est ainsi qu'on dit qu'il y a plusieurs facteurs exogènes et généralement l'efficacité n'est jamais le résultat seulement du travail que vous faites, mais il y a plusieurs autres éléments qui influent dessus. Le septième point important en matière des objectifs s'agissant de la gestion axée sur les résultats, c'est la volonté d'accroître la transparence, on l'avait déjà indiqué, et l'imputabilité ou la redevabilité des gestionnaires envers le gouvernement, envers la population, envers les élus, envers la société civile et envers les partenaires au développement. Les moyens ont été mis à la disposition des organisations, des individus qui font du travail. Après, il faut qu'ils aillent dire au gouvernement, voilà, vous m'avez donné autant d'argent, vous m'aviez demandé de faire 1, 2, 3, voilà ce que j'en ai fait. Et le gouvernement va apprécier. La population elle-même va aussi apprécier. Les élus du peuple, pareil. Et le huitième point, ou le huitième objectif de la gestion axée sur les résultats, c'est d'ajuster les politiques et les programmes, ainsi que les mécanismes institutionnels en fonction des résultats ou utilisation des résultats du suivi, évaluation pour la prise de décision. Qu'est-ce que cela signifie-t-il? En règle générale, on a défini un projet, on a planifié les activités, on a mis en place les arrangements institutionnels pour la mise en œuvre des différentes activités et on a démarré la phase opérationnelle du projet, c'est-à-dire le processus qui consiste à acquérir des biens et services pour réaliser des activités et produire les excitants. Mais ce que une implication importante de la gestion axée sur les résultats, c'est que vous devez à un moment donné vous arrêter pour faire l'évaluation. Et il y a surtout le concept de ce qu'on appelle l'évaluation à mi-parcours. Lorsque vous faites une évaluation à mi-parcours d'un programme, d'un projet, d'une politique publique, vous vous posez la question, est-ce que les objectifs qu'on s'était assignés étaient, après 2 ans de réalisation, 2 ans et demi sur un programme qui doit aller sur 5 ans, est-ce que les objectifs que nous nous étions fixés étaient réalistes? Est-ce que les moyens mis à la disposition de l'organisation étaient en adéquation avec les objectifs poursuivis et les résultats escomptés? Est-ce que l'organisation, la structuration, les arrangements institutionnels que nous avons mis en place étaient-ils réellement à mesure de porter le projet, de porter le programme pour que sa réalisation nous permette d'arriver à réaliser des excitants tels que nous les avons définis dans le cahier de charges. Et donc, l'évaluation est un exercice extrêmement important pour tirer le leçon sur un certain nombre d'éléments et d'expériences tirées de la mise en œuvre du projet
mais aussi une réflexion stratégique sur, à la fois, comme on le mentionnait tout à l'heure. Bien, donc nous disions que l'évaluation a été un travail extrêmement important et judicieux du point de vue de la conduite à la fois des politiques publiques que de la mise en œuvre des projets et programmes et en termes de réflexion sur les mécanismes, l'efficacité des mécanismes institutionnels par rapport aux résultats escomptés. Voilà, nous avons passé en revue donc le contexte dans lequel la gare est née, les définitions essentielles. Nous avons parlé des objectifs de la gare. Nous allons parler, et nous l'avons évoqué déjà, mais nous allons un peu plus parler des questions liées à la planification et à la programmation. Alors, l'élaboration des stratégies et des plans de développement comporte des étapes qui sont bien articulées, bien hiérarchisées et qu'il convient de bien comprendre. Et deux éléments essentiels conditionnent la qualité et la viabilité des stratégies, des plans et des politiques. Il s'agit d'abord de la volonté politique, qui est indispensable pour définir une vision et un cadre opérationnel. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que, je pense que c'est Mandela qui le disait, tout doit partir d'une vision. Ce qui se fait sans vision, généralement, ne donne pas de résultat. Et une vision qui n'est pas suivie d'actions concrètes, non plus ne génère pas de résultats. Le changement escompté à travers la mise en place des politiques publiques implique une vision qui doit être accompagnée par des actions concrètes et donc un cadre opérationnel. Le deuxième élément important, c'est le diagnostic qui permet de mettre en lumière les forces et les faiblesses en vue de positionner les enjeux stratégiques. Vous ne commencez pas à appliquer les politiques publiques. Vous ne commencez pas à mettre en œuvre des projets ou des programmes lorsque vous n'avez pas encore fait le diagnostic qui vous permet de bien déceler les problématiques essentielles de développement auxquelles vous devez faire face en définissant des stratégies. Et de façon générale, on distingue 4 niveaux d'articulation de la planification des priorités de développement. Il y a ce qu'on appelle le pilotage et l'animation du développement dans un horizon plus ou moins de 5 ans. Et ici, il s'agit, pour l'essentiel, de construire la vision. À partir du projet de société au niveau national, à partir aussi d'une synthèse des aspirations des populations. Quand vous êtes dirigeant, vous ne venez pas, vous commencez vous-même, vous avez cerné les difficultés suivant un diagnostic que vous avez fait vous-même, vous construisez des propositions de solutions, vous commencez à les opérationnaliser sans avoir interrogé les bénéficiaires. Le premier point important, c'est d'impliquer les cibles du développement dans le dialogue sur les politiques, en commençant à faire le diagnostic avec les populations cibles pour mieux cerner non seulement les problèmes, mais aussi la manière dont les populations cibles souhaitent résoudre ces problèmes, leurs aspirations. Et c'est à partir d'un tel exercice que vous arrivez finalement à définir un cadre prospectif de référence qui devra servir pour concilier les préoccupations immédiates, du court terme immédiat, de moyen terme et de long terme. Donc, l'exercice de dialogue préalable pour identifier les problèmes, les parties prenantes, les aspirations est une phase critique dans la définition de la vision. Et la vision systématise et va amplifier les aspirations les plus prenantes, les plus fortes des acteurs et aussi des bénéficiaires. Il n'y a pas que les acteurs.
le mérite d'une telle démarche prospective est de présenter, comme on dit, des RDC possibles. Donc, vous avez plusieurs solutions possibles. Vous avez des problèmes, bien sûr, mais à chaque problème pourrait correspondre plusieurs solutions possibles. Et lorsque l'exercice a été fait de manière participative, vous arrivez donc à définir les solutions possibles à travers des scénarios qui vont aller du rayonnement au déclin. Et de façon pratique, cet exercice renvoie au discours généralement. Généralement, il y a un référentiel qu'on utilise, c'est le discours du président de la République, et en l'occurrence pour le développement de la RDC à l'horizon 2030, 40 et 2050. Et nous avons ce qu'on appelle le plan national stratégique du développement, PNSD, qui fixe le cadre général et qui reflète la vision des autorités en matière des politiques de développement. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la planification stratégique. Il s'agit, à partir de la vision, de construire des cadres opérationnels qui donnent une indication sur les différentes étapes successives qu'il faut parcourir en vue de réaliser la vision. Et donc, une fois de plus, dans le cas que nous avons évoqué tout à l'heure, ça nous renvoie au plan national de développement 2019-2023. Et à ce stade, des objectifs globaux sont définis, de même que des indicateurs globaux. Souvenez-vous aussi que la gestion à l'ancienne était une gestion par objectif. Donc au niveau de la planification stratégique, on définit des objectifs globaux, on définit également des indicateurs globaux. La phase d'après concerne ce qu'on appelle la planification opérationnelle et la budgétisation à moyen terme. Vous allez trouver des concepts comme CDMT, cadre de dépenses à moyen terme. Nous sommes dans le contexte d'une planification opérationnelle où on a listé en détail les différentes activités qui doivent être menées, le délai de chaque activité, l'acteur clé qui va intervenir pour la mise en œuvre de l'activité, les résultats à court et moyen terme, mais surtout le budget qu'il faut pour pouvoir réaliser ces différentes activités. On est vraiment dans la phase opérationnelle de la planification. Alors, il y a ensuite la phase essentielle de la programmation. Et cette étape est importante quand il s'agit de traduire dans la démarche de la gestion du développement le principe de continuité de l'action et de l'effort basé sur une programmation pluriannuelle des activités et des moyens. Ce que vous allez faire en 2021, donc l'année prochaine, et se situe dans la continuité de ce que vous avez commencé en 2020, en 2019 et 2018. Il est extrêmement important qu'il n'y ait pas de rupture totale de séquence dans la mise en œuvre des politiques publiques, ce qui supposerait qu'il n'y a pas de cohérence globale. Et il s'agit de sortir progressivement d'une logique de moyens pour aller vers une logique de résultats. La gestion à l'ancienne, c'est oui, si vous nous donnez des moyens, nous allons faire 1, 2, 3. Ici, non. Les résultats sont fixés d'avance. Et c'est en fonction des résultats qu'on va négocier les moyens qu'il faut pour mettre en œuvre les activités et produire les extants dont on a besoin pour aller vers des impacts. C'est là où intervient ce que j'évoquais tout à l'heure, le cadre de dépenses à moyen terme qui est l'outil de programmation des dépenses pour réaliser la mise en œuvre des politiques publiques. Alors, le point D concerne la planification et la budgétisation annuelle ou gestion courante. Là, on revient vraiment à l'exercice
du budget annuel. Parce que dans le cadre trimestriel, le cadre de dépenses à moyen terme, on est dans une période de 3 ans. Ici, on a chaque année une tranche de cette programmation que nous avons faite sur 3 ans et que nous allons exécuter dans le cadre du budget. C'est la tranche annuelle de la planification opérationnelle. Et dont les instruments de pilotage sont pour l'essentiel, le plan de travail. Vous faites un plan de travail, un plan d'action de l'année avec le budget qui va vous permettre de réaliser l'ensemble de ces actions. C'est le premier outil de travail. Ensuite, il y a le programme d'activité des ministères et institutions. Et enfin, le plan annuel de passation de marché. Parce que la passation de marché est un élément essentiel. Vous ne pouvez pas dire, nous allons programmer de faire la route Bachamba, par exemple, mais les études n'existent pas. Or, lorsque vous avez fait votre plan de passation de marché, qui vous donne les différentes activités qui vont générer les marchés, cette planification va vous indiquer, voilà, les études vont, le bureau d'études va être recruté à telle période, son travail va durer 2 mois, une fois que le travail est terminé, il y a une phase de validation de l'étude, ensuite il va nous permettre d'avoir un dossier d'appel d'offres, nous allons recruter l'entreprise qui va faire les travaux, ce qui fait que ces instruments doivent être en cohérence les uns par rapport aux autres et la planification va jusqu'à ce niveau de détail en impliquant notamment la passation de marché pour ce qui concerne principalement les entités publiques mais aussi les entités privées qui ont besoin de planifier leurs activités. Donc ici vous avez l'étape de mise en adéquation des priorités et des ressources disponibles. L'adéquation entre le plan d'action prioritaire et les moyens réellement disponibles se fait à ce niveau-là. Par conséquent, il est indispensable que les ministres s'assurent personnellement que les priorités sont inscrites dans le plan d'engagement budgétaire. Là aussi, c'est un autre instrument de la gestion publique. Parce que dans les phases de la dépense, vous avez la phase d'engagement, vous avez la phase de liquidation, vous avez la phase d'ordonnancement et vous avez la phase de paiement. Et il faut s'assurer que le plan d'engagement budgétaire contient tous les éléments des activités et des marchés que vous allez passer ou que vous avez passé mais que vous devez payer pour que votre planification puisse se réaliser en bout de parcours et que votre feuille de mission, votre lettre de mission puisse se réaliser. C'est aussi à ce stade que se font les réajustements des objectifs annuels en fonction des réalisations de l'environnement et de la pertinence des priorités. La gestion de projet, la gestion de programmes publics est une activité dynamique qui implique constamment qu'on est dans un processus de planification, de mise en œuvre, de suivi, d'évaluation et le cycle continue en veillant à chaque instant que l'adéquation entre les objectifs et les moyens se fait de la manière la plus efficace et la plus efficiente. Et donc, si on devait présenter les choses de manière graphique, voici comment se présenteraient à peu près les différentes notions et les différentes activités qui se mènent dans le cadre de la gestion axée sur les résultats. Vous avez à votre gauche le cadre de la planification. Vous avez d'abord un cadre stratégique qui vous donne la vision à plus ou moins long terme sur une période qui peut osciller de 10 à 15 ans, mais il y a des pays avancés qui, eux, ils font des plans stratégiques sur des périodes plus longues, jusqu'à 50 ans. Vous avez ensuite le plan à moyen terme, 4 ans, parfois 3 ans, pourquoi pas,
et le programme de travail et le budget qui se fait sur une période de 2 ans, parfois 3 ans. Et donc, vous avez ici le passage de ce qu'on appelle la planification stratégique, de la planification stratégique vers la planification opérationnelle. Parce qu'au niveau stratégique, on est dans les gros concepts, on a bien identifié le problème, on a fixé les objectifs, les différents niveaux d'objectifs, on a fixé les moyens, et donc au niveau de la planification opérationnelle, on a aussi fixé les arrangements stratégiques qui vont permettre de manière plus fine d'avoir la liste des activités à mener période après période avant de déclencher le processus de suivi. Et vous avez des plans de travail annuels. En ce qui concerne la chaîne de résultats, ici, on a besoin de se représenter toujours le cadre logique. Voici la première colonne du cadre logique donne les différents niveaux d'objectifs. Vous avez les objectifs globaux, vous avez des objectifs stratégiques, et ces objectifs stratégiques vont vous donner en réalité ce qu'on appelle les axes stratégiques, les domaines d'action prioritaires. Ensuite, vous avez les résultats de l'organisation, parce que la planification suppose toujours que vous réfléchissez sur quel type d'organisation, quel type d'arrangement institutionnel, qui fera quoi pour que nous puissions aller vers la mise en œuvre des activités et l'atteinte des objectifs à la fois stratégiques et globaux. Et vous avez les résultats des services ou les budgets. Voilà en gros ce qu'on pourrait retenir de ce diagramme-là. Et voilà pour l'essentiel, les concepts de base qu'il faut retenir en ce qui concerne la gestion axée sur les résultats. Et j'insiste que dans les organisations modernes aujourd'hui, la planification dans sa phase stratégique, dans sa phase opérationnelle, le suivi de la mise en œuvre, l'évaluation sont des éléments clés qui vous permettent de réaliser les politiques publiques dans les meilleures conditions d'efficacité et d'efficience, ainsi que de qualité des extrants. Et les extrants à eux-mêmes ne suffisent pas parce qu'ils sont dans la phase avant les impacts du projet et des programmes, qui suppose que les groupes cibles savent utiliser les extrants pour transformer leurs conditions de vie. Et je vous remercie.